Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Aujourd'hui nous allons commencer une série de tutoriels que vous m'avez beaucoup demandé sur la création d'un petit jeu de A à Z. Donc de la création du projet jusqu'à son packaging et sa distribution potentiellement. Je vous rappelle également que j'ai ouvert un serveur Discord pour la communauté sur lequel vous pouvez nous rejoindre, proposer des tutoriels et échanger sur ce que vous avez fait, ainsi que sur vos projets. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et si vous êtes prêts, on attaque tout de suite. Donc là vous avez le menu, classique. On va faire tout ça ensemble. Hein. Donc Exa RPG, ça va être notre projet. Et si on démarre, voilà, on va arriver dans un petit monde. Alors c'est un pack gratuit, donc vous allez pouvoir faire exactement ce que j'ai là. Je vous montre vite fait un petit peu l'univers du départ. Donc le jeu, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un petit RPG. Le but, ça va être de combattre un certain nombre d'ennemis dans un défilé rocheux qui va se trouver là-bas derrière cette porte. Une fois que vous avez passé le défilé, vous arrivez dans une espèce de mini arène rocheuse dans laquelle vous avez un boss à battre. Une fois que le boss est vaincu, vous arrivez dans une petite safe zone qui vous permettra de vous téléporter ici, au niveau de la stèle, de revenir dans le village. Et ici, on va créer, comme vous pouvez le voir, un certain nombre de marchands auxquels vous pourrez acheter du soin, de l'équipement, etc. Puis, en revenant sur la stèle qui est là-haut, vous pourrez vous retéléporter pour continuer votre aventure ou repartir de zéro en passant directement par la porte. C'est à vous de voir. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non. Bah écoutez, voilà, grosso modo, c'est ce qu'on va créer ensemble. Alors, on va pas s'attarder forcément sur le level design parce que... Alors, je vais vous montrer un petit peu parce qu'il y a quand même certaines choses à prendre en compte, etc. Alors, tout n'est pas appliqué ici, hein. Mais on va voir les dalles, on va voir la composition générale du monde et tout ce qui va avec. Voilà, bah écoutez, si c'est bon pour vous, on attaque ça. Et pour commencer, on va s'occuper des fonctionnalités de base de notre personnage, à savoir la barre de vie que vous voyez en haut à droite. A tout de suite. Bien. Donc, dans cet épisode, on va créer la base de notre système de vie. Et pour ça, on va commencer par la création du projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un third person template. Vous laissez les paramètres qui sont ici. Et on va lui donner un nom, Exa RPG. Alors oui, je ne me suis pas foulé sur le nom. C'est par rapport au sol hexagonal. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. Et vous inquiétez pas, je vous donnerai tout ce qui est logo, images, etc. Alors, on est parti. Unreal va faire sa petite compilation. Pour pas changer. Donc j'espère que cette série va vous plaire. Et surtout, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, s'il y a des choses que vous voulez voir auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. Bien, nous voilà dans le monde. Donc on peut dismiss. Et donc là, on est sur un template par défaut, comme je vous l'ai dit. Alors, moi, ce que j'aime bien faire dès le début, c'est aller dans mes inputs quand même, dans l'IMC Default, qui s'est ouvert sur l'autre écran bien sûr, dans le mapping, move, je passe en ZQSD, parce que le QWERTY, ça me gonfle. Voilà. En parlant de ça, on va commencer par organiser un petit peu notre système. Pour ça, on va commencer par créer un dossier qu'on va appeler Core. On va lui mettre une couleur tout de suite. Alors moi, j'aime bien le mettre en blanc. Voilà, dans un blanc comme ça, celui-là. C'est tout ce qui concerne le système. Pour ça, on va créer quelques éléments. Le premier,
ça va être le game instance. Donc, si vous ne savez pas tout ce que c'est ces trucs qu'on va voir là, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite où je vous les présente tous un à un. Donc on va créer un premier BP game instance. On va faire un game mode base qu'on va appeler BP underscore main menu game mode. Ou on va juste mettre GM parce que ça va me saouler sinon. Blueprint class, un autre game mode qu'on va appeler BP player GM. Un blueprint qu'on va appeler, qui sera un player controller, qui lui va être notre BP player controller. On peut laisser ça comme ça. Et un dernier qui va être un player state, qui va être très important parce que pour le coup, on va se servir de lui aujourd'hui. BP underscore player state. Save all. Voilà, maintenant qu'on a tout ce beau monde, on va pouvoir faire quelques paramétrages. Au niveau du main menu game mode, pourquoi ça va toujours sur mon deuxième écran? Ici, au niveau des paramètres, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est, comme d'habitude, pour les main menus, default pawn class, vous la virez. Vous appuyez sur la croix ici, vous mettez rien du tout. On n'en veut pas. Vous compilez, vous sauvegardez, et celui-là vous pouvez le fermer. Dans le BP Player Game Mode, par contre, mais c'est pas vrai. On va modifier plusieurs choses. Déjà le Player Controller, on va faire en sorte de mettre le BP Player Controller. Au niveau de la Default Pawn Class, on va garder notre BP Third Person Character, qu'on va renommer après, mais vous pouvez le réutiliser. Et pour le reste, Player State, ici, on met le nôtre. BP Player State. Compile, save. Pour le Game Mode, je pense qu'on est bon. Alors le Player Controller, il y aura des modifications à faire, mais on va pas les faire maintenant, parce que c'est pas important, et que quand on est ici pour l'instant, on peut toujours utiliser, on est toujours sur le, on n'a pas changé notre game mode, on est toujours sur le third person, donc ce sera pas utile maintenant, mais on s'en occupera dans le prochain épisode. Au niveau de notre player state par contre, lui, on va en avoir besoin aujourd'hui, donc vous pouvez l'ouvrir, le game mode vous pouvez le fermer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ce level third person ici pour travailler les mécaniques. Et les autres niveaux, eux, ce seront les vrais niveaux qui serviront pour le jeu. Et à la toute fin, on supprimera ce niveau-là. Vous revenez dans le content ici, et on va faire un new folder qu'on va appeler Blueprints. On va lui donner une couleur, on va la mettre bleue. Voilà, bleu comme ça. Et ce qu'on va faire déjà, c'est que les inputs ici, on va les déplacer dans le corps. Le third person ici, vous allez dans Blueprint, vous allez prendre le BP third person character, faire F2, et on va le renommer en BP player character. Beaucoup plus simple. Et vous allez le prendre et vous allez le glisser dans les blueprints. Et vous allez faire move here. Voilà. Celui-là, vous le laissez là, il ne sert que pour le développement. On le supprimera à la toute fin. Vous pouvez faire un save all.
Et là, vous voyez, si je fais play, il n'y a pas de problème. Il est capable Unreal est capable de garder les références à jour. Donc pas de souci de ce côté-là. Maintenant, dans notre dossier Blueprint qu'on a créé ici, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Characters. On va déplacer ce BP à l'intérieur. Et à côté, on va en créer un nouveau qu'on va appeler... bah non, vous savez quoi? Oubliez ce que je viens de dire. On va le faire dans le caractère. Vous allez faire un clic droit, Blueprint Class, Actor Component. Et celui-ci, on va l'appeler AC underscore health pour vie component. Save all. Et vous pouvez l'ouvrir. Je vais ouvrir l'autre. Voilà. Alors, là, ça vous pouvez l'enlever, les eventics, j'aime pas ça. Le begin play, on le garde au cas où pour le moment. On va avoir besoin, pour notre système, de 3 variables. La première, c'est max health. C'est la vie maximum que notre personnage peut avoir, donc c'est un type float. Vous compilez, vous sauvegardez. On va ensuite ajouter un current health, de type float également. Donc ça, c'est la vie actuelle. Donc celle qui est représentée justement par la barre de vie. Et une autre variable qu'on va appeler isDead de type booléen. Vous compilez, vous sauvegardez. Par défaut, false. Au niveau du max health, pour le début, on ajustera plus tard, on va mettre 100 en vie. Et pour le current health, on va mettre 100 également, donc vie pleine. OK. On va maintenant créer 3 petites fonctions à l'intérieur de ce composant qui permettent de jouer avec la vie de notre personnage. Donc si vous êtes prêts, on attaque ces 3 fonctions. Alors, on est parti pour la première. La première fonction, on va l'appeler take damage. Donc le principe de cette fonction est simple, c'est d'appliquer des dégâts à notre personnage. Pour ça, on va créer un input qu'on va appeler heal, qu'on va appeler damage amount de type float. Ok. On va prendre notre isDead, on va le get et on va faire un branch. Donc ça, vous l'avez compris, c'est pour vérifier si notre personnage est mort. Si c'est le cas, on return directement. Donc add return node. On return sans rien faire. Parce qu'en théorie, il n'est pas censé prendre des dommages s'il est mort. C'est plus une sécurité qu'autre chose, ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va gérer la branche false, qui est celle qui nous intéresse, qui permet d'appliquer des dommages à notre personnage. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre current health, alt maintenu, vous le relâchez, et ça va vous créer ce petit node, le setter. Comment on va faire pour appliquer des dégâts? Eh bien c'est simple. En fait, on va prendre notre current health, on va lui soustraire les damages qu'il est censé prendre. Et pour être sûr
qu'il ne se passe pas un truc anormal, on va clamp la valeur. Donc vous faites clamp float, c'est celui-ci qu'il faut. Entre 0 et max health. Qu'est-ce que ça fait ce système? C'est très simple. On récupère la vie actuelle. On lui retire la vie, enfin on lui retire les dommages infligés à notre personnage. Et en fait, le clamp, il permet de s'assurer que la valeur sortie se situe entre une valeur minimale et une valeur maximale. Donc, ça évite, par exemple, je vous donne une bêtise, mais notre héros, il lui reste 20 points de vie. Il prend 42 dommages. Ben, en théorie, si vous faites juste la soustraction, il va se retrouver à moins 20. Ben, le clamp, lui, il va empêcher cette chose-là d'arriver. Et il va dire, ok, ben, tout ce qui est en dessous de 0, je prends pas. C'est minimum, je reste à 0. Du coup, si on tombe à 0, c'est qu'on est mort. Mais c'est ce que fait le clamp. En parlant de ça, justement, on va faire un branch ici, dans lequel on va vérifier si cette nouvelle valeur, donc égale, zut de flûte, à 0. Donc, est-ce que notre personnage est kaput? Si c'est le cas, on prend le isDead, alt maintenu, on fait un set isDead true. Et pour l'instant, on reste comme ça. On va avoir besoin de créer quelque chose qu'on appelle des event dispatchers. Alors, qu'est-ce que les event dispatchers? Les event dispatchers, en fait, ce sont des petites fonctions intégrées dans Unreal Engine qui nous permettent de réaliser une action dans un blueprint et de créer un système d'information. Et en gros, tous les autres blueprints qui possèdent un écouteur d'événements sur cet événement défini seront automatiquement mis à jour dès qu'il y a une mise à jour de la source. Donc nous ici, on est justement dans le blueprint source. Donc juste en dessous des variables, ici vous avez Event Dispatcher. Vous en ajoutez un qu'on va appeler onHealth Changed. Et on va en avoir besoin d'un second qui lui s'appelle onDeath. Compilez, vous sauvegardez. Le onHealthChange, il va avoir besoin de deux inputs. Donc ici, vous avez new parameter, vous ajoutez deux inputs, donc deux paramètres. Le premier, c'est current health, type float. Le second, c'est notre max health. Compilez, vous sauvegardez. Pour le onDeath, il n'y a besoin de rien. Donc vous le laissez comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on est mort, on va prendre notre event dispatcher onDeath et on va faire un call dessus. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie une mise à jour sur le canal onDeath à tous les blueprints qui écoutent cet événement-là. En l'occurrence, vous allez le voir parce qu'on va le faire après, c'est notre HUD pour le coup, avec notre barre de vie qui s'affiche en haut. Lui va avoir un écouteur d'événements sur onDeath, alors pas sur onDeath lui pour le coup, mais sur onHealthChange. Et en gros, chaque fois qu'on va mettre à jour l'événement onHealthChange, le HUD va, comme il écoute, il va prendre la mise à jour et il va faire quelque chose en fonction d'eux. Donc pour ça, sur le false ici, on va faire un, vous pouvez le prendre là, vous le glissez, call, donc on call onHealthChange et on le relie au false du branch. Dans le current else, on va lui passer
la valeur mise à jour par la fonction précédente. Et le max health, ben, on va pas se fouler, c'est toujours le même, il est là. À savoir que ces données-là, plus tard, seront fournies par le game instance. Mais pour l'instant, elles sont en brut dans le component. Vous compilez, vous sauvegardez. Pour la fonction TakeDamage, on est bon. Maintenant, on va créer une fonction heal pour se soigner. Elle fonctionne quasiment sur le même modèle. On va lui donner un input et on va lui dire heal amount. Donc de combien vous voulez soigner votre personnage. On récupère à nouveau le isDead parce qu'on n'est pas censé soigner un mort. Branch. Alors, je reviens sur ce que je viens de dire, sauf cas spécifique qu'on verra plus tard. Et ici pareil, si c'est true, on return. Donc on return à blanc. C'est désolé Coco, il se passe rien. On va prendre notre current health, auquel on va ajouter cette fois-ci notre heal amount. On va clamper à nouveau, parce que là c'est pareil, on ne veut pas se soigner plus que notre vie maximale. Donc on clamp avec le max health qu'on récupère. Hop. On va descendre un peu ça. Et ici, de la même manière, on va uniquement call on else change. Puisque ici on n'est pas dans un cas de dégâts, on n'est pas dans une situation où on est censé tomber en dessous en dessous du niveau actuel. Donc on fait juste ça. Alors je vais faire ça, ça et ça. Voilà. Et le max else, c'est toujours le même. On peut le prendre d'ici. Hop. Voilà, la fonction heal est terminée. Et une dernière. Die. Eh oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien que le héros il puisse crever. Donc là, on va prendre le isDead. On va le set à true. Call on death. Et on return. À ceci près que sur le return, ici, on va mettre un input, un output isDead. De type booléen, bien entendu. Cette fonction, elle peut être appelée en secours si on veut être sûr de bien tuer notre personnage. Mais en théorie, le TakeDamage s'en occupe déjà. Mais bon, des fois ça couac, donc on sécurise avec une fonction dédiée. Bien, ceci étant fait, on va s'occuper de créer l'écran de Game Over cette fois-ci. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Allez, on se retrouve tout de suite pour ça. Allez, on est parti pour notre écran de Game Over. Donc pour ça, vous allez revenir dans le Content, faire un clic droit, New Folder, UI. On va lui donner une couleur à lui aussi. On va lui donner un truc genre violet comme ça. OK. Et à l'intérieur de ce dossier, on va créer un premier sous-dossier qu'on appelle ressources. Je m'en sers un peu pour stocker les choses qui sont propres à lui. Vous allez faire un clic droit, User Interface, Widget Blueprint, User Widget,
et on va l'appeler WBP underscore game over. Save all. Vous pouvez l'ouvrir et on va commencer par mettre un canvas panel. Alors, vous allez voir qu'au niveau de l'interface, on va, même si on compose avec différents WBP, la plupart d'entre eux seront affichés à l'intérieur même, donc ils seront imbriqués dans le HUD. Exception faite, ça c'est un choix personnel, ce qui concerne le menu principal et celui-ci, le menu de Game Over, moi je ne les mets pas dedans. Donc je les garde isolés. C'est moi qui fais ce choix-là. Vous verrez plus tard quand on va faire les autres blueprints, les autres WBP, si vous voulez faire de la même chose en les intégrant dans le HUD, c'est possible. Alors, notre canvas panel, on va l'agrandir pour les résolutions 4K, comme d'habitude. Donc Alt sur la flèche, on agrandit et on vient là. Je vous ai fait une petite ressource. Donc, sur personne, dans les ressources, on va créer deux sous-dossiers. Un premier qu'on va appeler Image et un deuxième qu'on va appeler Font pour les polices d'écriture spécifiques. D'ailleurs, je suis en train de penser que je ne l'ai pas fait sur le mien. Non, c'est pas ici. Alors, on va déjà récupérer ça. C'est notre écran de Game Over. Alors non, il va pas là-dedans. Il va ici. Hop. On l'importe. Alors, c'est pas une nécessité, mais moi ce que je fais, c'est que généralement je les ouvre et je les passe en UI. Peu importe si c'est pas nécessaire, j'aime bien me dire que ça c'est réservé à lui, donc je les transforme en UI. Au niveau des polices d'écriture, c'est pas celui-là, ça on verra après. Vous pouvez les télécharger sur Google Font. Il faut juste que je retrouve dans mon bazar. J'ai mis ça où? Là. La police que j'utilise, c'est Anton. Je vous mettrai le lien dans la description. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, donc dans ressources font, on va glisser. Alors, je vous montre, le fichier ressemble à ça. Hop, vous le glissez ici. Là, vous faites Apply All, Yes. Et ça vous importe la fonte. Et surtout, ça vous crée une fonte et une font face. Ce qui va être important pour pouvoir les utiliser dans l'UI. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image dans notre WBP en Encore Full Screen. 0, 0 au niveau des offsets pour que ça prenne bien toute la place. On va la renommer en Image Game Over Background. Et ça n'a pas besoin d'être variable. Content Drawer, ressources, Image, et vous prenez celle-ci dans Brush, Image, hop là. Voilà. Alors, elle est un peu étirée, mais c'est normal, c'était un effet voulu. Ok ? Maintenant, au milieu de ce truc-là, on va rajouter notre texte. Pour ça, on va ajouter une vertical box dans le Canvas Panel en encore milieu de l'écran 0, 0 et dans alignement 0.5, 0.5 pour que ce soit bien centré sur la page. Et vous cochez Size to Content. La première chose qu'on va faire, c'est mettre un texte. Ce texte, dans la fonte ici, vous allez modifier Roboto en Anton. Au niveau du texte, on va marquer « Vous êtes mort ».
Ce que j'aime bien faire dans ce genre de situation, c'est ici dans Transform Policy to Upper pour Uppercase, donc majuscule. Au niveau de la taille, on va augmenter ça, on va passer sur du 60, ça me semble bien. Et la color, je vais récupérer celle de mon modèle, paste. Si vous voulez la voir, elle est là. Et je me note juste un truc pour vous après. Voilà. Et j'ai fait un autre petit effet dessus. Au niveau du shadow color ici, j'ai mis 1 en alpha. Et si vous zoomez, vous voyez, ça vous donne cette espèce d'effet autour qui fait qu'on voit mieux les lettres. Ça fait une espèce d'ombre portée vers l'arrière. Ce que je trouve assez sympa. Après, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Justification, on va le centrer au cas où. Et on va ajouter 2 boutons. Button. Dans la vertical box, vous pouvez dupliquer d'entrée de jeu. Quoique non, vous savez quoi? On va faire button. On va lui donner un petit nom. Donc celui-ci, c'est le button last checkpoint. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que dans notre jeu, vous allez avoir dans les safe zones des checkpoints. Donc à chaque fois que vous rentrez dans une safe zone, vous validez un checkpoint et vous pourrez réapparaître quand vous êtes mort. Soit vous revenez au menu principal, soit sur le dernier checkpoint. Et si vous voulez revenir au village, il vous suffit de vous téléporter. Donc le premier bouton, c'est Last Checkpoint. Au niveau du style, on va faire un truc un peu sympa. Vous allez déplier le bandeau style ici. Et je récupère ce que j'ai fait. Dans quoi j'ai fait ça, moi? Oui. Au niveau de la teinte du bouton, donc là vous dépliez normal, tint, full noir. Ok. Et dans les outline settings ici, on va... Oh punaise. J'aurais dû copier la couleur. On va mettre une petite bordure rouge, comme ceci. Le corner radius, vous y touchez pas. L'épaisseur, on va mettre 2, histoire que ce soit un peu plus visible. Pour le hover, j'ai mis une teinte de cette couleur-là. Un gris. Et dans les outlines, je crois que je ne l'ai pas touché celui-là. Ah si. L'outline, c'est un rouge aussi. Donc on modifie l'outline. On modifie ici, on met 2, parce que c'est toujours la même bordure. Et dans le pressed, donc quand vous appuyez sur le bouton, j'ai laissé la tinte blanche et j'ai remis juste le rouge sur l'outline settings, ici. La tinte est blanche. Et c'est tout bon pour les paramètres. Maintenant, vous pouvez dupliquer votre bouton. Et celui-ci, on va l'appeler Button Return Main Menu. Parce que ce sera donc pour pouvoir retourner directement au menu principal. Et ce qu'on va faire, c'est que quand même sur le premier bouton, ici, vous allez revenir en haut. Vous pouvez refermer tout ça. Au niveau des paddings, alors, j'étais pas sur la même police, donc je sais pas ce que ça va donner.
Non, là c'est beaucoup trop. On va faire 100 et 100. Et dans le padding bottom, on va mettre 10. Vous inquiétez pas, les boutons vont grossir après. Vous pouvez copier le padding ici pour le coller sur le deuxième bouton. Et on va ajouter un texte dans chacun de ces boutons. Donc, bien entendu, on modifie la fonte en Anton, histoire de rester cohérent. Le premier, du coup, c'est dernier checkpoint. Et celui-ci, c'est menu principal. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire pareil, on va les passer en upper. To upper et to upper. Au niveau de la police d'écriture, on peut descendre un petit peu. On va se mettre sur du 18. 18. Et on va reset le padding à 0 ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un top 5 et un bottom 5. Et pareil sur l'autre. Ça permet juste de faire gonfler un peu les boutons et que ce soit un peu moins collé. Voilà. Et si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un petit padding left de 50 ici, le même à droite. Ça nous fait un peu plus respirer et les boutons sont un peu plus visibles. Ok, vous compilez, vous sauvegardez. En ce qui concerne l'interface graphique, c'est tout bon. Donc si vous êtes prêts, maintenant, on passe à la suite, le code de ce WBP. Ok, alors juste avant de coder ceci, on va revenir dans le core. Vous allez ouvrir le player controller parce qu'on va avoir besoin de faire une petite fonction à l'intérieur qui s'appelle handle death. Event graph, ça dégage. Function add et on va l'appeler handle death. Compiler, sauvegarder. Ce qu'on va faire aussi, c'est que dans le player state ici, on va faire un add et on va ajouter notre AC health component. Ok, compile, sauvegarde. Du coup, dans le player controller, on va faire un get game mode. On va faire un cast to BP player game mode. Et on va aller dans ce game mode justement, puisque je le rappelle, le game mode, c'est lui qui gère les règles du jeu. Donc on va ouvrir ce player game mode et dedans, on va créer une fonction GameOver. Alors, la fonction GameOver, on la crée ici, GameOver. Elle n'a pas d'input. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un spawn. Il faut se mettre là-dessus. Spawn. Si je l'écris bien, c'est mieux. Sound 2D. Pour ça, on va revenir dans notre content, new folder, audio. On va lui mettre une petite couleur. Voilà, comme ceci. Et dedans, on va créer un new folder qu'on va appeler music. Et pour ça, on va revenir. Non. Je vais vous donner cette musique.
que vous allez pouvoir glisser à l'intérieur. Save all. Voilà. Il y a des paroles juste après. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite, je préfère être clair et honnête. Je suis pas du tout musicien, c'est de l'IA. Voilà. Comme ça c'est clair, on tranche le débat tout de suite. Vous avez droit de l'utiliser, la réponse est oui. Vous n'avez pas le droit de la commercialiser, c'est ainsi, c'est les règles de l'IA que j'utilise, à savoir que c'est suno.ai si certains sont intéressés. Par contre, on ne va pas l'utiliser tel quel. Vous allez faire un clic droit et vous allez faire Create Queue, que vous allez appeler sc underscore game over. Celle-là, je sais plus si je l'ai touchée ou pas. Musique. Est-ce que je l'ai touchée? Non. Save all. Donc on laisse la queue telle quelle pour le moment. On y touchera plus tard si on a besoin. Une queue, ça donne simplement, vous voyez, si je l'ouvre, ça vous permet de toucher au son, mais on verra ça dans une partie plus audio. On aura ça aussi qui va être important puisque ça servira pour les menus d'options. Mais pour l'instant, on le garde tel quel. Vous revenez dans votre Player Game Mode et dans le Sound, ici, vous mettez la queue. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire Promote to Variable. Et cette variable, on va l'appeler Game Over Sound. OK. Ensuite, on va Create a Widget. Le widget en question, c'est notre WBP Game Over. On va le Promote to Variable. Ça, c'est au cas où. Celle-ci, on va l'appeler Game Over Widget. On va Add to Viewport pour l'afficher. On va faire un Get Player Controller de 0. Donc c'est le Player Controller courant. Donc dans notre cas, on sera sûr que c'est le nôtre. Set Input Mode UI Only. Parce qu'on ne veut plus que le personnage puisse se déplacer, il ne peut que naviguer à l'intérieur du menu. Et depuis le Player Controller, Set Show Mouse Cursor à True. Parce qu'on veut que l'utilisateur puisse utiliser sa souris. Et dans le widget to focus, on veut le Game Over widget. Ok? On compile, on sauvegarde. Dans notre player controller, du coup, on va pouvoir appeler ce Game Over. Tout simplement. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien la vidéo que j'ai faite précédemment, le player controller, c'est lui qui est chargé d'afficher et de retirer les interfaces, ou tout du moins de passer de l'une à l'autre. Étant donné que c'est lui qui le fait, au moment où on affiche notre Game Over, on veut pouvoir afficher des choses. Et ça, c'est géré dans notre Game Mode. Pourquoi? Parce qu'en gros, le Game Mode, lui, il dit, bah, la règle, c'est que quand t'es dead, tu fais ça.
Ok. Euh, Et ben si ça vous va, on passe à la suite. Ok. Dans notre WBP Game Over, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'il est prévu qu'on l'appelle, on va quand même faire une toute petite chose. Alors je me souviens plus trop ce que j'avais fait. Mais en gros, dans animation, ici, vous allez faire plus. Animation. Vous allez l'appeler fade in. Et vous allez faire un add. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le canvas panel d'abord. Vous allez revenir dans animation. Fade in. Add. Canvas panel. Vous allez faire plus sur le track. Quoique... Non, on va passer par là. Dans les infos du canvas panel, vous allez chercher dans rendering, render opacity. Et là, vous avez ce petit truc add keyframe for this property. Vous cliquez dessus. Et là, si vous revenez dans l'animation, vous allez voir que le render opacity est apparu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 0 sur le keyframe 0, donc au tout début. On va faire une animation sur 1 seconde. Et là, vous allez mettre 1. Et add keyframe. Ce que ça fait, c'est que ça fait ça. Si vous voulez, vous pouvez le faire plus long, c'est pas un problème. Très bien, on compile, on sauvegarde. Du coup, quand on vient dans le graphe maintenant, ça dégage, et ça aussi. Ici, vous avez votre animation Fade In. Et ce qu'on va faire avec, c'est que dans l'Event Construct, on va faire Get notre animation, et on va simplement la jouer. Play Animation. Hop, hop. Et vous touchez absolument à rien. C'est tout ce qu'on veut, puisque la musique, tout ça, tout est déclenché par le Game Mode. Donc, pas besoin de s'occuper de ça, c'est géré ailleurs. Pour le bouton Return to Main Menu, on peut le faire maintenant. Vous pouvez faire un Remove from Parent. Et dans le Player Controller, on ajoute une petite fonction Return to Main Menu. Compile, sauvegarder. Son job ici, ça va être simplement de modifier les UI. Donc, Create Widget, puisque du coup, tant qu'à faire, on se remove directement au moment de l'appel. On pourra ajouter un WBP Game Menu ici, qu'on pourra promote to variable. Visible variable name, du coup c'est main menu widget et add to viewport. En ce qui concerne les contrôles, c'est pas une nécessité. Quoique, vous savez quoi, on n'a même pas besoin de faire ça, on va faire mieux. On va juste faire un open level by object reference. Voilà. Pour l'instant, on l'a pas, ce sera notre level main menu. Parce que comme de toute façon, quand on arrive dans ce niveau, on affiche le menu. On n'a même pas à s'embêter. En plus, on est déjà en UI only, donc il n'y a rien à toucher. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et dans notre WP Game Over, du coup, on fait un get player controller. On caste vers notre BP, player controller, et on appelle la fonction return
to main menu. On compile, on sauvegarde. Ça, donc le deuxième bouton, pour l'instant, bah, malheureusement, on ne pourra pas s'en servir parce que le système n'existe pas encore. On verra ça dans une prochaine vidéo. Ceci étant fait, on va créer le HUD avec la barre de vie et son update. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Bien. Alors, pour le HUD, pour l'instant, il va être très simple. User Interface, Widget Blueprint, User Widget, WBP, underscore, HUD. Save all. Vous l'ouvrez. On ajoute un Canvas Panel. Comme d'hab, on l'agrandit aux bonnes dimensions. Là. Et on va pas avoir grand chose dessus. On va ajouter une size box. Une size box que j'ai mis en Encore en haut à droite. Au niveau de la taille, j'ai fait un 100 par 40. Alors, on va faire 50 parce que je la trouve un peu petite. Et on va même faire un 120. Vous savez quoi? Hop. Au niveau de la position X, alors, alignement, vous allez faire 1 pour inverser le sens. Et vous allez faire position X moins 50, position Y. Ouais, j'ai mis 60, c'est bien. Vous pouvez cocher Size to Content en fait. On va pas le générer comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que dedans, on va mettre une horizontal box. Vous savez quoi? En soi, on peut se passer de la size box. On va juste mettre sur notre horizontal box l'alignement en haut à droite. Et on va copier l'encore. Ouais, bon, bah c'était la position que je voulais. Donc position, on a dit moins 50. Et en Y, on est sur du 60. Voilà. Et elle, on la met en size to content. Et la size box, elle dégage. Voilà. Dans l'horizontal box, on va mettre un petit texte. Où on va simplement écrire PV. Au niveau de la fonte, on va rester en roboto parce que l'Anton ne sera pas adéquat ici. Mais par contre, on va réduire la police. On va descendre en 16. Et on peut rester en bold, ouais. Ouais, c'est bon. À côté de ça, on va ajouter une border dans l'horizontal box. Et cette border, on va lui mettre une progress bar à l'intérieur. Une progress bar qu'on va mettre en... Non, je vous ai dit une bêtise. Wrap with, il nous faut la size box. C'est juste que j'ai oublié de paramétrer ça. Ça peut aider. Donc j'ai fait une 500 par 30. Alignement 1. Et elle repart là-bas. Voilà. Du coup, la border file. On veut que ça occupe toute la place. Et du coup, la progress bar, elle a une petite, vous voyez, ça lui fait une espèce de petite bordure au fond.
Et ce qu'on va faire, c'est que la border, on va juste lui mettre un petit brush color, un truc un peu grisâtre comme ça. Voilà, un truc un peu gris. Et au niveau de la progress bar, déjà, on va lui donner un nom parce que elle, on va avoir besoin de la référencer. Life. Au niveau du petit padding, on va laisser 4 ici. Par contre, on va passer à 5 ici. Voilà, c'est juste pour la faire un peu plus fine. Pardon. Voilà. Au niveau du style, la background image. Au niveau de la teinte, j'ai mis ceci. Voilà, ça fait une barre noire. Le margin, je l'ai descendu à 0.3. Vous laissez box ici, ça faut pas y toucher. Et dans Fill Image, j'ai descendu ici à 0.3 aussi. On la rendra plus belle plus tard. La progression, on laisse left to right, ou vous l'inversez, c'est selon ce que vous préférez. Et par contre, le fill color en bas, ici, j'ai mis du rouge. Ok. Et si vous voulez le voir, hein, vous mettez 100 ici, et vous voyez votre barre de vie. Le texte, on va l'aligner au centre, comme ça, verticalement. Et on a notre barre de vie. Vous compilez, vous sauvegardez. Dans le graphe, on va créer une petite fonction ici qu'on va appeler update health bar avec deux inputs. Le premier new health value de type float et l'autre qui est le max health qui est un float aussi. Ici, on va prendre ça, on va le diviser, divide par le max health. Pour info, ce qui sort là, ça rentre directement ici, vous voyez, progress bar. Vous faites 7%. Et en fait, ça demande un float directement. Donc il n'y a pas besoin de faire de manipulation autre que celle-là. Vous compilez, vous sauvegardez. Dans l'event graph, ici, vous pouvez dégager ça et ça. Et simplement, dans l'event construct, on appelle le update else bar. Et bien si c'est bon pour vous, on passe à la suite. Ok. Donc maintenant, pour mettre à jour ce HUD, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on aille dans le player controller, ici, dans l'event graph. Ça va un petit peu changer après, mais pour le moment, on va faire comme ça. Vous allez faire ici un get player state. On va caster notre player state. Et récupérer
le composant AC underscore. Bon, ça me gonfle à chaque fois. Hop, on s'en fout, il faut juste récupérer ça. On veut le AC else component. Et dessus, vous allez tirer et vous allez faire un bind event to onDes, celui-là. Pour l'instant, on le met là. Et il va nous en falloir un autre, vous vous en doutez. C'est un bind event to onLSChange. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la fameuse écoute de nos événements. C'est comme ça qu'on fait. Alors, je vous dis tout de suite, si vous compilez, voilà, ça a planté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir sur Event ici, et vous allez faire Create Event. Et là, normalement, il crie toujours. Create Event ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite créer deux fonctions. HandleDes, on l'a déjà. Donc ici, on peut la lui donner. HandleDeath. Voilà, comme ça, il arrête de crier. Et pour le bind event to onElseChange, il va falloir ajouter une autre petite fonction, le fameux handle else change, qui va prendre deux inputs, le current else et le max else, en float tous les deux. Je pense que vous avez compris où on va comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans l'event graph. Avant tout ce beau monde, on va juste créer notre widget de HUD. Create widget. Parce que le HUD, lui, est permanent, il est tout le temps là. WBP HUD. On va le promote to variable quand même. Hop, hop. Cette variable, on va l'appeler HUD ref. On va ramener tout ça, ça sert à rien qu'il reste aussi loin. Et du coup, dans notre handle else change, on va récupérer notre HUD ref et on va lui dire là-dedans update else bar. Current else sur new else, max else ici. Donc si on récapitule à comment on en arrive là, on a dans notre fonction, on a dans notre HUD, pardon, cette fonction update else bar qui, en fonction de ce qu'elle reçoit comme notification, met à jour le pourcentage affiché dans la barre. Dans son event graph, on l'initialise au début avec rien du tout. Sauf que dans notre player controller, dès le début, puisqu'ici on est dans le event begin play, on crée le HUD, on récupère dans le player state le composant qui gère la vie du personnage, on bind event, mais ça c'est pas tellement pour c'est pas tellement pour notre cas actuel, mais on le fait quand même. Et ici, avec notre HUDRef, on fait un update else bar. Et à quoi ça sert, vous allez me dire? C'est simple, ça c'est l'initialisation au début du jeu. Comment on récupère ces données? Bah, elles sont là-dedans, tout simplement. Get else, voyez, get current else, elle est ici. Vous savez quoi? On va descendre un petit peu ce truc-là. Encore un peu. Et
get max health. Hop là. Ça, c'est l'initialisation. On va là-dedans, compile. Oui, bah lui, il n'est pas content. Et lui, on lui donne handle else changed. Compiler et sauvegarder. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans tout ce bazar? Ici, on initialise. Ça, c'est ce qui se passe au begin play. Donc quand le player controller est créé, automatiquement, il fait ça. Donc il fait un update. Comme il se crée au début du jeu, il va récupérer ce qu'il y a dans le player state, il transmet les données, le HUD se met à jour. Jusque-là, tout va bien. Mais pour les mises à jour à venir, on a le bind event on else change qu'on avait créé tout à l'heure, qui est un écouteur d'événements. Et en gros, l'écouteur dit que quand une mise à jour se produit sur le canal onElseChange, il exécute cette fonction. Et cette fonction fait quoi? C'est celle qu'on vient de faire à l'instant. Elle appelle le HUD, enfin elle appelle la fonction updateElseBar du HUD, elle lui donne les valeurs dont il a besoin, et on n'en parle plus. Tout simplement. Comment il sait quelles sont les valeurs? Les valeurs, elles sont données par le par l'émetteur dans le player state. Dans le composant directement, pardon. Là, c'est lui. Lui, il envoie. Vous vous souvenez? Il a deux valeurs. Par exemple, hein. Ça, on rappelle, ça provoque un changement ici. Donc en gros, lui, il transmet ces deux valeurs, il dit oh, il y a une mise à jour. Il a les valeurs, et il dit à qui veut l'entendre, voici les valeurs. Et notre player controller, bah lui, il veut l'entendre, ici. Donc il dit ouais, moi je prends, donne. Il exécute l'événement, donc l'event handle change, qui est ici. L'event handle change prend les valeurs directement dans l'écouteur. Il les transmet à notre HUD via la fonction, et le HUD se met à jour. Tout simplement. Vous n'allez pas le voir fonctionner dans cette vidéo parce qu'elle est déjà vraiment longue, mais on se retrouve très vite pour continuer ce système, et promis, la prochaine fois, vous allez le voir fonctionner. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mettre un like sur la vidéo, vous abonner à la chaîne, et faites-moi vos retours en commentaire. Merci, bye bye.